Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'expert. Si je vous dis 60 000 lignes de code sans bug du premier coup, vous me répondez avec certitude que cela n'est tout simplement pas possible. Seulement voilà, c'est avec cette promesse que notre invité du jour s'est fait connaître, une promesse testée et approuvée par ses clients, qui lui vaut aujourd'hui d'être suivi par une grosse communauté sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, et de collaborer en tant que responsable technique pour start-up et grands groupes. Il est avec nous, Michael Azerrad. Bonjour, vous êtes le fondateur de l'entreprise Willcome. Bonjour, alors merci de m'accueillir. Ma première question va être toute simple. Pourquoi autant de personnes dans le métier, dans le secteur, ne vous croient pas? Alors effectivement, lorsque j'annonce 60 000 lignes de code sans bug, la première réaction, et je l'ai vécu, c'est on ne te croit pas. Ou alors c'est un petit logiciel. Ou alors tu ne sais pas ce que c'est vraiment un bug ou tu as changé la définition. Voilà. Tout d'abord, rappelons ce que c'est un bug en une seule phrase. Un bug est un dénouement logiciel qui est inattendu et inanticipé. C'est-à-dire qu'on croyait, la personne en question, donc le développeur, croyait bien faire, croyait avoir sorti quelque chose de fonctionnel, son algorithme était fonctionnel, alors que la réalité l'a rattrapé et lui dit non, finalement, ce n'était pas fonctionnel. Et souvent, c'est quelque chose qui témoigne en fait d'une non-maîtrise complète du code. Donc, il y a à cela, moi je dirais donc à ces personnes qui n'y croient pas, je leur dirais, est-ce que d'abord vous maîtrisez votre code ? C'est la première chose. Et moi, je me suis rendu compte que dans la plupart des sociétés, pour ne pas dire toutes, le code n'est pas maîtrisé. Pourquoi ? Exemple tout bête, c'est qu'on a ce concept de complexité accidentelle dans le métier qui est la plus méconnue et pourtant la plus criante de vérité. Je m'explique en une seule phrase. La complexité accidentelle, c'est une complexité induite par quelque chose qui ne devait pas avoir lieu d'être. Par exemple, si par exemple je dis sauter de la chaussée sur le trottoir, c'est facile. Tout le monde pourrait quasiment sauter en un clin d'œil. Maintenant, si je dis la même définition, mais cette fois avec un boulet de 400 kg sur le pied, là, bizarrement, on n'y arrive plus. Parce qu'il y a une contrainte qui a été imposée, une contrainte qui nous empêche de faire des choses simples. Dans le logiciel, on retrouve cela. Plus le logiciel évolue, dans une phase de non-maîtrise du code, plus on va se mettre des boulets dans le pied. Pour changer un petit iota dans un fichier, on va toucher à tous les fichiers, parce qu'il y a des copier-coller partout. Et des exemples de ce style-là, il y en a des milliers. Au final, les personnes qui considèrent le bug comme une fatalité arrivent en fait à se voiler la face et ils ne considèrent pas la non-maîtrise de code. Qu'est-ce que la maîtrise du code ? C'est savoir ce qu'on livre. Qui est la personne ou l'objet le plus à même de décider qu'une feature est fonctionnelle ou non ? C'est l'ordinateur. Chez Willcome, nous avons l'expertise accrue depuis plus de 10 ans sur des domaines qui permettent d'éviter ce qu'on appelle donc cette complexité accidentelle. C'est-à-dire ne pas avoir des boulets pendant qu'on code. Ça sert à quoi ? C'est que plus l'application dure dans le temps, plus le code se bonifie. Alors que dans la plupart des sociétés, pour ne pas dire toutes encore une fois, on a une pente descendante. C'est-à-dire que plus on avance dans le logiciel, plus on met des boulets partout. Au final, on n'est plus capable de maîtriser, donc des bugs partout. On n'est plus capable de faire évoluer le logiciel, comme je l'expliquais à maintes reprises sur les réseaux sociaux ou autres, c'était qu'un bug, avoir un logiciel sans bug, c'est bien, mais s'il n'est pas évolutif, ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, les clients sont de plus en plus exigeants et demandent des logiciels qui fonctionnent sur 5 à 10 ans. Si on leur dit, écoutez, on ne peut pas changer de base de données parce qu'au final, on l'a fait de manière très liée à cette technologie, que si on doit la changer, on doit changer tout le code, ça s'appelle pour moi une non-maîtrise du code et surtout une rigidité qui n'a pas lieu d'être. On entraîne ça à une complexité accidentelle. Alors pourquoi c'est méconnu finalement et non maîtrisé par vos compères ? Alors pourquoi c'est méconnu ? Alors il faut savoir déjà qu'il y a un problème majeur qui m'intrigue jusqu'à aujourd'hui, et encore, je pense encore dans le futur, ce n'est pas enseigné dans les écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les plus grandes écoles d'ingénieurs informatiques, à ma connaissance, et j'ai un réseau assez grand pour avoir l'avis d'à peu près tous les étudiants sur le sujet, on n'enseigne pas des pratiques comme le test-driven development, par exemple. Ce n'est pas enseigné, on enseigne l'algorithmie, mais on n'enseigne pas à maîtriser son code sur la durée. C'est spécifique à la France ou... C'est spécifique au monde entier. Oui. C'est spécifique au monde entier. Les premiers à même sont c'est un monde anglophone. Donc déjà, en France, il y a pas mal de développeurs qui rechignent en fait à lire en fait, de la littérature anglaise, etc. Donc fatalement se couper un peu du concept, parce qu'il n'est pas arrivé en France assez tôt. Aujourd'hui, on est en 2019, voire 2020, cette méthodologie, par exemple, qui s'appelle le TDD, Test Driven Development, paraît nouvelle pour tout le monde. Le problème, c'est que les lacunes emmagasinées au fur et à mesure
sont juste exceptionnellement énormes et que pour arriver à cette maîtrise du code grâce à cette pratique, il faut réapprendre à programmer. Et c'est vraiment un réapprentissage. C'est pour ça qu'en général, aujourd'hui, je côtoie beaucoup de personnes qui sortent d'école, mais même des seniors de 15 ans d'expérience, des seniors de 10 ans d'expérience, des seniors qui ont codé toute leur vie, qui se disent « c'est vrai que je ne maîtrise pas mon code ». C'est vrai qu'il y a un problème. C'est vrai que quand je livre mon code, c'est-à-dire que je le mets en production, je le mets en ligne, je ne sais pas vraiment ce que je mets. Et j'ai des bugs qui reviennent à foison. Et je ne sais pas en fait pourquoi. C'est désapprendre. Et c'est désapprendre. Et parce que ça coûte. Le coût pour corriger un bug et pour trouver un bug, c'est ce qu'on appelle le debug. C'est-à-dire un développeur se met devant son ordinateur et trace pas à pas, grâce à un petit éditeur, pas à pas le code source pour déceler là où ça ne va pas. Mais des fois, pour trouver là où ça ne va pas, c'est comme si je mets des aiguilles par terre partout et je dois trouver mon aiguille. Bah, c'est très compliqué. Et donc, ce temps est perdu. Qui dit temps, dit argent. Voilà. Et donc, chez Willcom, on est la seule société sur le marché, parce que j'ai vraiment vu tout ce qu'ils faisaient à côté, qui garantit le no-bug. Garantir le no-bug, c'est-à-dire inscrire noir sur blanc sur les devis, si jamais il y a un bug, non seulement les corriger gratuitement, mais les corriger immédiatement. Pourquoi on peut mettre ça? Pourquoi Willcom peut se permettre de mettre ça? Parce qu'il maîtrise son code. Et parce qu'il sait très bien que ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, vous avez pris le taureau par les cornes et vous formez vous-même à ces pratiques. Qui vous formez? Est-ce que vous avez déjà des retours de vos apprenants, de vos élèves? Alors très bien. Alors pourquoi je suis rentré dans la formation? Juste un petit mot là-dessus. Je suis rentré dans la formation parce que j'ai constaté, et de part autour de moi, que les personnes jugeaient ces pratiques-là lorsqu'elles étaient connues et que ça arrivait donc à leur conscience, très compliquées, très challengeantes intellectuellement. Et c'est une vérité. Le TDD, par exemple, Test Driven Development, est une pratique, une des plus challengeantes en informatique. Les gens me diraient « ouais, mais c'est pas si compliqué, on arrive à le maîtriser ». Le problème, c'est que sur des applications qui font plusieurs milliers de lignes de code, comme 60 000, et encore c'est petit, mais c'était vraiment pour donner l'exemple, mais ce million de lignes de code, comment on fait? À ce moment-là, ces pratiques demandent vraiment une rigourosité intellectuelle assez forte. Ce qui fait qu'au final, il y a des problématiques. Ça prend des années d'expérience, un peu comme les échecs. Ça prend des années d'expérience à vraiment maîtriser, devenir chess master, code master. Donc, je me suis vraiment mis dans ce créneau de formation pour faire gagner des années d'expérience à toutes ces personnes qui ont eu des lacunes jusque-là. Qui sont formés? Aussi bien des particuliers, oui. Des particuliers, ça veut dire qu'ils ne passent pas sur le dos des boîtes. Ils sont tellement fascinés par le concept qu'ils se disent « on va être formé par Willcom ». Et ça, j'en fais quasiment tous les mois. Voilà, et c'est des sessions, de petites sessions on va dire de 8 à 10 personnes en petit comité. Ça permet l'échange, ça permet vraiment toutes les questions. C'est sur une durée de minimum 10 heures. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. Le but ultime, c'est de ressortir en se disant on est tombé amoureux de la pratique. Et c'est ce qui se passe. Donc là, il y a le particulier, mais il y a aussi les professionnels. Des professionnels, que ce soit des entreprises, qui me demandent carrément d'intervenir dans leurs locaux. Il y a aussi des freelances, qui eux-mêmes sont un peu indépendants et qui se disent « j'ai envie pour mes futurs projets, pour garantir ma productivité, je veux être formé sur ces pratiques-là ». Pourquoi? Parce qu'ils ont compris aussi que c'était la pratique pour développer et donc ils sont tombés aussi amoureux inconsciemment par ces pratiques. Le but, c'est de venir à les former. Donc ce qui est intéressant de voir, ce n'est pas juste la provenance d'où viennent ces personnes-là, c'est surtout leur statut. Leur statut, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de tech lead. Tech lead, pour savoir, c'est en fait le responsable technique d'un projet, le garant de la qualité du code. En général, il a 10 ans d'expérience, voire même 15 ans dans des gros projets. Ces personnes-là viennent dans mes locaux pour se former là-dessus, avec toujours le même retour au final, qui m'étonne finalement, qui me fait sourire dans le bon sens. On réapprend à programmer. Et ça, c'est énormissime. C'est-à-dire que le but de ces formations, c'est d'évangéliser ces pratiques-là pour déjà les faire connaître et faire rattraper toutes ces années d'expérience. Donc on n'est pas dans la formation, ils ne vont pas ressortir en le maîtrisant. Pour la plupart, je ne pense pas, parce que c'est compliqué, comme je l'ai dit, intellectuellement, c'est compliqué. Par contre, ils seront sensibilisés d'une manière que leur apprentissage va être tout à fait guidé. Et je les guide au quotidien, pas juste après la formation. Je les guide vraiment tout au long de leur mission à eux, qui de base ne me concerne pas, mais qui maintenant me concerne. Voilà. Vous conseillez aussi vos clients sur ce qu'on appelle la rédaction de leurs spécifications fonctionnelles. Pourquoi finalement cette approche, la vôtre, est meilleure de ce qui se fait déjà actuellement sur le marché? D'accord. Alors,
là, on parle beaucoup de technique. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de qualité de code, etc. Moi, je le mets en top 2 du fléau d'échec des projets, manque de qualité de code. En première position, il y a ce qu'on appelle les quiproquos. Les quiproquos, c'est-à-dire qu'on me demande de construire une voiture et finalement, je construis un bateau. Ça marche, le bateau, il marche, ils ne vont pas avoir une qualité de code parfaite. On peut suivre toutes les méthodologies et pratiques. Le problème, c'est que ce n'est pas demandé. L'argent dilapidé, frustration chez tout le monde, et au final, la peur de se réembarquer dans la refonte du projet. Donc, ce qui se passe, c'est que les spécifications fonctionnelles, qui en fait sont les énoncés. Mais un énoncé ne suffit pas. Il faut qu'il soit agrémenté d'exemples. Ce que moi je pense évident ne l'est pas pour le client. Et ce que le client pense évident ne l'est pas pour moi. Et ça, c'est le principal fléau. Donc moi, qu'est-ce que j'enseigne ? Et j'accompagne sur ces projets non seulement la qualité de code, c'est une chose, et c'est une grande chose, mais c'est surtout la partie accompagnement dans l'énoncé. Pour être sûr que l'énoncé est optimal, c'est-à-dire qu'il apporte le plus de valeur au client, il y a énormément de startups qui me contactent. Le problème, c'est qu'ils arrivent tout de suite avec un cahier des charges de 40 pages ou 50 pages ou 80 pages. Ça n'a aucune valeur et ça n'a aucun sens. Ça les bride, parce qu'ils veulent changer d'avis au fur et à mesure. C'est le principe de l'agilité des startups. Oui. Et au final, s'ils arrivent avec un cahier des charges, soit on joue la personne honnête et quand Willcom signe le devis, on dit écoutez, mais on ne peut pas changer, c'était marqué comme ça. Là, on va donner la possibilité. On va essayer de leur splitter tout l'aspect fonctionnel par l'eau. Et ça marche comment ? La première étape, pour résumer et finir cette question, la première étape, c'est apprendre, on est les seuls à faire ça, apprendre à dissocier la technique du cerveau de l'application. Aujourd'hui, dans la plupart des énoncés, c'est et quand je clique sur cette page-là et que j'arrive sur la page principale pour réserver un hôtel, quand j'appuie sur le bouton, alors il y a une pop-up qui me marque que l'hôtel est réservé. Tout ça, il y a de la technique pure, c'est-à-dire détail d'implémentation qui est une interface web, à la logique pure, la réservation de l'hôtel. On peut en parler sans parler d'informatique. Le but du jeu, c'est pour éviter les quiproquos, pensons que cerveau. L'avantage à cela, c'est que quand on pourra réaliser le logiciel grâce à nos pratiques de Willcom, qui vont permettre de façonner tout le logiciel en entier, sans parler de détails techniques. Là où les personnes, et surtout les juniors comme les seniors, je le répète, les seniors aussi, vont commencer à faire venir donc, toutes les technologies dans le projet et à se baser sur les technologies. Tout le cœur sera en travers des technologies. Du coup, méli-mélo. La technologie, si on va la faire évoluer, on ne peut pas parce que ça va casser tout le code existant du cœur. Et l'inverse, on ne peut pas commencer le cœur si jamais on n'a pas choisi les technologies. Et ça, c'est bien dommage. Donc, j'accompagne là-dessus pour avoir des logiciels de valeur, mettre en ligne beaucoup plus vite, et plus vite ne veut pas dire de manière moins optimale, mais surtout pour leur mettre vraiment l'accent sur ce qui est important pour leur logiciel pour pouvoir augmenter de valeur. Et j'en sais un rayon parce que j'ai eu une start-up pendant 3 ans et j'ai vécu ça. J'ai programmé quelque chose tout seul avec tout l'aspect marketing, l'aspect UX, l'aspect etc. Je connais un rayon là-dessus et j'essaye de faire éviter les erreurs que moi j'ai commises, j'essaye de les faire éviter à de nouveaux start-upers. Donc ça passe par à la fois du conseil en stratégie de succès et pas seulement en qualité de code. Allier les deux, et c'est l'assurance de réussir un projet. Et c'est pour ça que les personnes, du coup, donc les clients ou même des développeurs qui veulent se former, etc., veulent venir chez Willcom, veulent un audit de Willcom, veulent une réalisation de projet par Willcom, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que le budget sera fixé, qu'ils auront la garantie de résultat en termes techniques, tous les bugs sont corrigés. Et là, donc c'est marrant de dire ça, mais en fait, il n'y en a pas. Et les clients se le remarquent aujourd'hui, il n'y en a pas. Et s'il y en a, on n'est pas tous Superman, mais il sera tellement minime qu'il sera corrigé. Et surtout pour ce potentiel d'accompagnement client sur des années. Pourquoi ? Parce que le logiciel, comme il est évolutif, on peut aller sur des années. Et sur des années, fatalement, ça fidélise le client et il est plus rassuré. Il pourra penser qu'à son cœur et qu'à son marketing pour éviter tous les tracas en fait, d'une appli qui était censée être nickel et qui au final, ils s'aperçoivent que les développeurs qui l'ont faite soit n'avaient pas le niveau, soit ne maîtrisaient pas, soit avaient une bonne tchatch, comme on dit, et pour éviter toutes ces frustrations. Alors justement, en parlant d'années, est-ce que vous avez encore des projets pour Willcom ? Donc, depuis que les personnes savent que Willcom propose ce type de prestations, il y a énormément de demandes. Et le but du jeu, c'est de les assouvir toutes. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans Willcom, et à mon avis, je pense que c'est une des seules boîtes qui fait ça, c'est que je vais recruter des personnes, des développeurs, pas qui ont un bon CV. Parce que le CV ne vaut rien aujourd'hui.
pas qu'ils me peuvent montrer une application, peut-être qu'ils l'ont déjà faite avec quelqu'un qui était plus senior, qui les a aidés, mais qui sont formés par Willcom. Donc en fait, je fais office entre guillemets d'école pour ensuite dénicher les meilleurs potentiels pour travailler chez Willcom. Et à de ça, on pourra donc assouvir tous ces besoins en termes de réalisation de projet, audit, coaching, j'interviens énormément chez des clients, donc d'accompagnement, et surtout d'évangélisation des pratiques. Au-delà juste de faire le travail de quelque chose qui satisfait, on est vraiment dans une pratique d'évangélisation. On rejoint le concept qui s'appelle software craftsmanship, qui est le mouvement craftsmanship. Craft, en anglais, c'est l'art. Parce que la programmation, quand on s'en rend compte et quand on creuse vraiment le sujet et qu'on va très très loin dans le domaine, c'est de l'art. Il y a 1000 façons de faire une chose, il y en a une ou deux qui est élégante. Le but du jeu, c'est d'avoir un code élégant. Et je finirai sur cette citation d'Oncle Bob que j'adore, qui est un des ténors qui s'appelle Robert C. Martin dans le milieu, qui est américain, qui est un des ténors en fait dans cette évangélisation aussi des concepts, qui dira « A code that works is not enough ». Un code qui marche, ce n'est pas assez. Parce qu'on peut avoir tous les tracas qu'on a à côté, les quiproquos, le problématique dans l'évolution du projet. C'est dommage, s'il dure 2 semaines, on s'en rend compte. Voilà. S'il va à la poubelle au bout de 2 semaines, ça ne sert à rien. Au bout de 2 ans, ça ne sert à rien non plus. Au bout de 5, 10 ans, là, il y a de la valeur. Là, il y a de la valeur, on capitalise dessus et le logiciel se fait évoluer de plus en plus. Voilà. Donc c'est en gros ce pourquoi les clients aujourd'hui contactent Willcom. Et donc mon objectif, c'est assurer plus de formation, être encore plus présent sur les réseaux, parce qu'il y a une grosse demande en termes de réalisation d'articles, de blogs, de vidéos sur ma chaîne YouTube, etc. Et vraiment de faire comprendre au monde que la qualité de code, qu'un développeur, surtout en français, c'est mal vu, un développeur n'est pas en bas de l'échelle, il devrait être en haut de l'échelle. Parce que c'est quand même lui qui finalise tout le travail et c'est lui qui assure vraiment le succès d'un client. Alors, évidemment, il n'y a pas que cet acteur, mais c'est le principal. Sans lui, il n'y a pas de projet. Voilà. Merci d'avoir partagé votre passion avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur La Tribune. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'experts.